Bienvenue dans Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent, de thunes, de pognon, de manière simple, décontractée et fun. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière ni comptable, c'est la passion qui m'a rendue experte des sujets d'argent et plus spécifiquement de sa gestion au quotidien. Tous les 15 jours, je reçois un invité pour parler aussi bien de budget que de notre relation à l'argent, mais aussi de placement pour notre épargne. Retrouvez-moi également chaque semaine dans ma newsletter. En vous y inscrivant sur budget-chéri.com, vous recevez en bonus un extrait de ma méthode budgétaire. On se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie de cet épisode un peu spécial sur le thème du changement de vie. La semaine dernière, j'ai partagé avec vous mon entretien avec Céline, qui nous a raconté comment elle, son mari Arnaud et leurs 2 enfants ont quitté la région parisienne pour s'installer en campagne près d'Angers. Aujourd'hui, c'est au tour de Thibaut de nous raconter comment lui et sa femme Blandine ont quitté Londres après 7 ans pour revenir en France s'installer dans un bled paumé, loin de leur famille et de leurs amis. Ces 2 familles sont liées par une histoire similaire de changement de vie, mais aussi par les liens du sang, puisque Thibaut et Arnaud sont frères, et aussi par leur blog, La Famille Durable, que tous les 4 alimentent et dans lequel ils partagent les coulisses de leur nouvelle vie. Dans cette deuxième partie, vous allez découvrir le changement de vie de Thibaut et Blandine, doutes professionnels, vie effrénée, arrivée de leur premier enfant, puis de leur deuxième pendant le confinement. Thibaut m'a partagé sa vision du changement, du risque et les difficultés qu'ils ont traversées pour concrétiser ce changement. Quelle est l'origine du désir de changement ? Blandine et lui ont-ils été toujours sur la même longueur d'onde ? Le changement s'est-il fait brutalement ou par étapes ? Quel niveau de planification financière ont-ils mis en œuvre ? À quelles croyances limitantes se sont-ils heurtés ? Sur ce, je vous laisse en notre compagnie et vous retrouve juste après. Salut Thibaut ! Salut Delphine. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très bien, merci. Alors Thibaut, toi et moi, on a fait nos... Bon, on le sait, hein, mais pour les auditeurs, je le dis, on a fait nos études ensemble. Comme pour Céline, on a été dans le même collège, dans le même lycée, mais c'est plutôt à l'université, à Sciences Po. On a fait toutes nos études de Sciences Po ensemble, et pourtant on a choisi des voies super différentes d'ailleurs. C'est pour ça qu'on ne s'est pas forcément beaucoup croisés dans les couloirs de Sciences Po. Toi, t'es parti explorer la finance et moi le marketing et la communication. Et puis on s'est perdu de vue à la fin de nos études, notamment parce que tu es partie vivre à Londres avec Blandine, qui est devenue ta femme entre-temps. C'est ça. Et puis il y a quelques années, moi j'ai appris via les réseaux sociaux que vous rentriez en France, que vous partiez vous installer à la campagne. Alors en Bourgogne, c'est ça ? Exactement, dans le sud de Lyon, près d'un village classé à l'UNESCO qui s'appelle Vézelay. Ok, petit village, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est des petits villages, hein, voilà, on est sur quelques centaines d'habitants à chaque fois, hein, c'est petit. Et entre-temps, puisque c'est bon de le mentionner, vous avez eu 2 enfants. C'est ça, le premier qui a plus de 3 ans, qui va rentrer à l'école, et le deuxième qui est né pendant le confinement. Ah, tout récent donc. Tout récent, c'est ça. Félicitations. Merci beaucoup. Donc le point commun entre ton histoire et celle de Céline qu'on vient d'entendre, c'est que à peu près au même moment, vos 2 familles ont décidé de changer de vie. Alors rappelons quand même que vos 2 familles sont liées puisque Arnaud, qui est le mari de Céline, est ton frère. Exactement. Mais vous avez décidé de changer de vie d'une manière totalement différente. Donc on vient d'entendre l'histoire de Céline et Arnaud qui, eux, ont fait le choix d'une transition que je pourrais décrire comme mûrement réfléchie, préparée de longue date, alors que Blandine et toi, vous avez fait un choix radicalement différent, et c'est d'ailleurs pour ça que c'était intéressant d'entendre aussi ton témoignage et la vision que vous avez portée sur le risque à prendre pour changer de vie, quoi. Ouais, tout à fait, exactement. Et j'ai changé énormément avec mon frère, hein, on est assez proches, donc effectivement nos aspirations de changement de vie, on en parlait beaucoup et on voyait qu'il y avait beaucoup de similitudes, mais c'est vrai que sur la méthode, il y a pas mal de choses qui divergent. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre et j'aimerais que tu me racontes à quoi a ressemblé ta vie, ta première partie de vie professionnelle en sortant des études. Donc, au moment où, je crois que c'est quasiment tout de suite, en fait, tu pars à Londres. D'ailleurs, c'est au moment où on s'est perdu de vue. Est-ce que tu peux me raconter finalement ces premières années de vie active ? Parce que je crois qu'à ce moment-là, c'était quand même plutôt la lune de miel, hein, professionnellement parlant.
Alors c'est assez paradoxal parce qu'effectivement, donc j'avais fait le master de finance à Sciences Po, hein. C'était un petit peu la voie, on va dire, assez facile pour pouvoir trouver un emploi, je dis normalement assez facilement. Mais c'est vrai que moi, j'avais commencé le master au moment de la crise de grande crise de 2008. Donc finalement, je suis arrivé dans un environnement qui était un petit peu morose. Et en fait, j'ai suivi donc ma copine de l'époque, qui est aujourd'hui ma femme, Blandine, qui avait trouvé un VIE à Londres. Et donc j'ai commencé par moi-même par un VIE en banque d'investissement. Et donc j'ai commencé ma carrière d'abord en banque d'investissement et ensuite dans le conseil en management à Londres. Donc ça, j'en ai fait quelques années. Et effectivement, du point de vue de la carrière, c'est tout ce dont on peut rêver, hein, même si voilà, bon, les salaires quand on est junior, on sait juste qu'ils vont augmenter. Les opportunités sont belles, on a de très belles opportunités. Par contre, voilà, il y avait toujours la question du sens à ma vie, du sens à mon job, qui continuait quand même à me travailler beaucoup. Est-ce que c'est ce qu'on s'imagine de la carrière du jeune consultant qui va travailler à Londres, qui travaille des heures pas possibles, qui gagne plutôt bien sa vie, qui a pas mal d'avantages, qui va tous les jours en costard au boulot à la City? Est-ce que c'est cette caricature-là que tu as vécue? Est-ce que c'est vraiment d'ailleurs une caricature? Alors en bonne partie, oui, en bonne partie. Alors sauf dans le conseil, la question de l'argent donc est quand même pas la même qu'en banque, parce que dans le conseil, ils investissent énormément sur le développement de leurs juniors, et ça se compense par des niveaux de salaire qui sont, qui, je vais pas dire bas, hein, parce qu'à l'échelle de la société c'est pas bas, mais qui sont quand même largement inférieurs à ce qu'on peut trouver dans le monde vraiment de la finance. Par contre, oui, aller en costard tous les jours, aller à la City, les belles soirées au pub jeudi, vendredi soir, ça je l'ai vécu et j'avoue que c'était quand même un moment sympa. Bon, du coup, je vais te la poser la question parce que on est aussi sur ce podcast pour ça. Combien est-ce que tu gagnais à l'époque? De quoi parle-t-on? C'est quoi les salaires dont on parle? Alors, évidemment, si tu parles en pound, Oui, même moi qui ai vécu à Londres, honnêtement, je saurais. Bon, non, j'ai c'est dit pas très en loin de euros. l'euro, mais ouais, si tu nous donnes en euros, ça nous aidera tous. Alors en tant que qu'analyste, donc analyste c'est le premier voilà le premier grade, hein, quand on rentre dans le conseil. Chez Deloitte, j'étais à peu près à 36 37 000 euros par an. Voilà. Brut annuel? Ouais, brut annuel, et le bonus était quasi inexistant. Et voilà, et inférieur à 1000 euros. Donc Ok. c'était. Alors, c'est vrai que moi, je ne veux heurter personne, mais pour des métiers du conseil, à bac plus 5, en sortant de Sciences Po, qui reste une université prestigieuse, oui, effectivement, on est sur des salaires corrects, mais même dans la frange basse, si on compare aussi à des salaires de sortie d'école d'ingénieur, par exemple, ça Exactement. reste des salaires, je confirme que ça reste des salaires qui sont relativement bas pour des hauts diplômes sur ces spécialités-là. Exactement. Je confirme, même si j'ai vraiment conscience, et je pense que toi aussi, que ça Oui, peut voilà, exactement. déranger certaines personnes qui ne gagnent pas ça même en fin de carrière. Mais voilà, en remettant les choses dans leur contexte et le marché étant ce qu'il est, ce ne sont pas nécessairement des salaires qui sont mirobolants, parce que en équivalent net mensuel, on doit être sur entre 2000 et 2005. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Et c'est vraiment ramené aussi au coût de la vie à Londres, hein. Faut savoir Ouais. un loyer donc avec Blandine, un 3 pièces, au début de notre carrière, on voulait profiter de la vie à Londres, on était à Londres même, il fallait compter plus de 2000 € par mois, rien que pour le Mm. loyer. Donc ramené au coût de la vie en plus à Londres, voilà, c'était pas, on va dire, un niveau de salaire qui permettait de vivre très, très aisément. Voilà, juste ça. Alors, du coup, vous êtes resté combien de temps vous restez combien de temps à Londres en tout? On est resté 7 ans. On est resté 7 ans entre deux. Donc Blandine en 2010, moi de 2011 jusqu'à fin 2017. À quel moment la graine du changement, à quel moment ça commence à germer, cette idée que... D'ailleurs, est-ce que ce qui vous pousse à aller vers autre chose, c'est le ras-le-bol de la situation ou l'envie d'autre chose, ou les deux? Ah, c'est super intéressant comme question parce qu'on a souvent l'impression que comme tu dis, la graine du changement, elle vient d'un coup. Alors que justement, enfin, en ce qui me concerne, elle a germé super longtemps, d'abord par une forme de mal-être et une forme de manque de sens vraiment à ma carrière, à ma vie en général.
Et ça, juste un peu ce mal-être, hein, il a duré plusieurs années. Il a duré, on va dire, jusque de 2011 jusque 2014-2015. Et c'est seulement après, nous, on a une envie de changement qui est énormément liée en fait à notre projet de mariage, où là, on s'est vraiment posé des questions sur quelle vie on voulait vraiment mener, que là, justement, l'idée de changement s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus positif. Quelle forme ça prenait ce fameux mal-être? Alors, c'est drôle, je fais une aparté parce que l'épisode de rentrée du podcast, c'est un épisode sur l'argent, le bonheur et la quête de sens. Et on a beaucoup parlé de cette histoire avec mon invité Michael Mango, qui est économiste. On a beaucoup parlé de cette idée de quête de sens et à quel point ça peut être une phase extrêmement déstabilisante dans la vie. Et donc, j'aimerais bien que tu puisses éventuellement nous partager quelle forme ça a pris pour toi, ce fameux mal-être qui en plus a duré quand même plusieurs années, quoi. Ouais, en fait, c'est assez. Alors, t'as vraiment employé le terme déstabilisant et c'est vraiment ce que c'est parce que quand on commence en plus sa carrière, on vient d'être diplômé, voilà, quand on a eu la chance d'avoir pu faire des belles études, normalement, c'est le moment où tout se réalise. C'est le moment où, à la fois, on a l'énergie, on a le temps, on n'a pas encore trop de contraintes parce qu'on n'a pas, voilà, on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant. Et c'est le moment où, normalement, on se réalise, on s'investit dans sa carrière vraiment à fond. Et c'est le moment où on s'attend justement à trouver un peu tout le sens, voilà, suite aux investissements qu'on a réalisés. Et donc le fait de ne pas le trouver m'a énormément déstabilisé. Je voyais tous mes compagnons d'école qui s'investissaient, hein, notamment dans la finance. Ils bossaient énormément. Ça avait l'air de leur plaire, en tout cas, de ce qu'ils me disaient. Et le fait de pas le trouver, ben, on se sent isolé, en fait. Voilà, je me sentais vraiment isolé. Pas être l'impression d'être un peu différent. On se demande, voilà, je me disais vraiment, est-ce que c'est moi, ça doit être moi le problème finalement. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à prendre le train et à vraiment avancer et m'éclater? C'est vraiment comme ça que ça se matérialisait en fait. J'ai l'impression qu'il y a c'est vrai que les crises professionnelles de notre génération arrivent de plus en plus tôt. Alors, moi, je connais beaucoup dans mon entourage les crises de la trentaine, Ouais. qui sont extrêmement liées au travail. Et finalement, votre changement de vie, que ce soit celui de Arnaud et Céline ou le vôtre, c'est réalisé aux alentours de la trentaine. Mais effectivement, en t'écoutant, je réalise qu'il y a une première crise qui arrive et qui peut arriver dès en fait l'entrée dans la vie active, qui est ah ben j'ai fait tout ça pour ça. En fait, j'ai fait des études, on m'a dit qu'il fallait faire des études, j'ai choisi cette voie parce qu'on m'a dit qu'elle allait me permettre de je faire ceci, faire cela, avoir plus d'opportunités, etc. Tout ça pour ça, en fait, arriver à pour certains, c'est la galère de pas trouver du travail. Pour certains, c'est j'ai un travail, mais and so what, quoi. Ah ouais, c'était tout ça pour ça, quoi. Certes, j'ai un salaire à la fin du mois, mais vraiment, c'est pas le kiff, quoi. C'est ça. Et on est vraiment frappé. Enfin, moi, j'ai été vraiment frappé par mon propre nihilisme en fait. Pourtant, j'avais pas cette personnalité-là du tout, comme trait de caractère, on va dire intrinsèque. Mais j'étais frappé inconsciemment dans ma vie professionnelle, le nihilisme que j'avais finalement, tout ce que je faisais, voilà, quand je bossais sur certains projets. Donc voilà, dans le conseil en management, on travaille beaucoup sur des projets d'optimisation de process, par exemple. Bah, finalement, de se dire dans la tête toute la journée, on dit, mais en fait, on s'en fout. En fait, on s'en fout. Ça sert à quoi ce que je fais? Et j'étais frappé par ce nihilisme, en fait, interne qui venait, m'agrippait, on va dire, un peu tous les jours, quoi. Donc, au point d'avoir du mal à se lever le matin. Alors que justement, c'est le moment où on nous a promis, ben voilà, c'est le meilleur moment de votre carrière. Mais d'autant plus que, effectivement, je pense qu'il y a une certaine pression sociale quand tu as fait des études, entre guillemets, socialement ou sociétalement reconnues comme brillantes. Une grande école, quelque chose de prestigieux, déjà des études longues, sans être forcément dans une école prestigieuse. C'est ça. Parce qu'on sait que c'est pas donné à tout le monde. Alors, il y a un peu cette idée de je peux quand même pas me plaindre parce que, effectivement, j'ai quand même la chance d'avoir fait ça, d'y avoir eu accès. Exactement. Et c'est un peu difficile, quoi. C'est un peu comme, je sais pas si ça arrive beaucoup aux professionnels de la médecine, mais c'est un peu comme si t'avais, ou même aux professionnels du droit, c'est un peu comme si t'avais fait 5, 6, 7, 8 ans d'études pour te rendre compte que t'avais pas du tout envie d'être avocat, tu vois. Mais c'est ça, en fait, c'est fou parce que finalement,
le discours. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir d'avoir beaucoup de soutien pendant mon parcours scolaire et mes études. Mais finalement, le message qu'il y avait derrière, c'était en faisant les bonnes études, tu vas pouvoir choisir. Tu seras libre vraiment de choisir ce que tu veux. Et en fait, finalement, je me retrouvais dans un job. Enfin, personne ne m'avait forcé à y être, mais en même temps, je me suis dit, est-ce que je l'ai vraiment choisi? Est-ce que j'ai vraiment pris le choix? Un jour, je me suis posé en me disant, j'ai envie de faire ça. Et là, aujourd'hui, je suis dans le job que j'ai choisi. En fait, on a l'impression que ce sont des choix qui se sont enchaînés, mais vraiment, on n'a vraiment jamais vraiment exercé son libre arbitre. Moi, je me suis vraiment senti comme ça, et du coup, une forte tension personnelle, parce qu'effectivement, le problème, en quelque sorte, c'était moi. C'est un problème dans lequel je m'étais mis. Mais voilà, et donc on est un petit peu tiraillé entre refaire un petit peu tout le parcours, son parcours professionnel dans sa tête, en se disant j'ai été conditionné à finir là où je suis, et en même temps, mais personne ne m'a mis le pistolet sur la tempe, et finalement, c'est peut-être moi le problème. Et qu'en était-il pour Blandine? Est-ce qu'elle était dans la satisfaction du job qu'elle avait trouvé déjà? Qu'est-ce qu'elle faisait? Et puis, est-ce qu'elle était dans les mêmes questionnements que toi ou pas du tout? Le parcours de Blandine, il est assez différent du mien. Donc déjà, elle était en ressources humaines dans un grand groupe du luxe français, donc c'était chez LVMH, on peut le dire. Et Blandine s'est vraiment plongée dans son boulot au début de sa carrière. C'est vraiment immergée. Donc finalement, a plutôt bien vécu ses premières années. En tout cas, ouais, elle les a bien vécues. En tout cas, c'est moins questionné que moi sur le sens de ce qu'elle faisait. Elle arrivait à être à fond dans justement dans ses opportunités. Donc c'était dur, voilà. Donc il y avait des jours avec, des jours sans. Mais par contre, il n'y avait pas de questionnement existentiel profond jusqu'en 2015. Sur le sens. Ouais, exactement, sur le sens. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Par contre, c'est venu beaucoup plus brutalement que moi. Blandine, c'est beaucoup venu effectivement avec le mariage, le début de la grossesse, et une forte envie en fait de pas retourner au boulot après la grossesse. Voilà. Et là pour le coup, c'était plus radical que moi. Alors, du coup, donc toi, ça a mis un certain temps à émerger. Blandine, ça a été assez radical. Donc, je comprends que finalement, entre toi, ton chemin qui est un peu plus lent, et le sien qui est abrupt, qui est rapide, il se passe quelque chose aux alentours de quoi? 2016, 2017, 2018, je situe pas bien, où vous vous dites quoi d'ailleurs? C'est plus possible, on fait nos valises, on quitte notre... Enfin, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, en fait? Là pour le coup, j'ai vraiment de bons souvenirs de cette période, parce que c'est le moment où justement c'est vraiment donné cette liberté de définir un petit peu le mode de vie qu'on avait envie d'avoir. En fait, assez rapidement, donc c'était aux alentours de sa fin 2015, début 2016, on a commencé à se poser la question, mais peut-être on va ralentir un petit peu, et on va se demander de quoi est-ce qu'on veut vraiment. Donc finalement, on a vite réalisé qu'être proche de la nature, par exemple, c'était quelque chose qui était assez important pour nous. Le fait aussi, donc en anticipation d'avoir un enfant, le fait de se dire on n'avait pas envie d'une vie qui soit réglée à 100 000 à l'heure, avec voilà, la crèche, la nounou, etc., où il faut partir à 16h59 pour pouvoir arriver à 16h28 avant que la crèche ferme, etc. On voyait nos collègues qui étaient dans cette dynamique-là, et nous, c'est quelque chose qui nous faisait vraiment, vraiment pas envie. On voyait aussi le prix des crèches, voilà, donc on se voyait aller vite dans une forme d'inflation, de gagner encore plus pour pouvoir payer les meilleures écoles, etc. Et ça nous correspondait pas. Donc effectivement, on s'est vite retrouvé autour un peu d'une idée qui disait une vie proche de la nature, un peu plus lente, où on a plus de temps à se consacrer à nous et à nos futurs enfants, et un peu plus de pleine conscience. Voilà, ça on va dire que c'est un petit peu le terreau sur lequel on a construit un petit peu notre changement. Et sur le versant professionnel, est-ce que vous projetiez déjà des choses? Est-ce que vous vous dites, bah moi je veux plus faire ça, que ce soit toi ou Blandine, hein, ou j'adorerais, j'en sais rien, faire du télétravail, ou j'aimerais me reconvertir dans quelque chose de très différent. Est-ce qu'il y avait aussi déjà, est-ce que vous avez aussi exploré cet aspect-là, ou c'était beaucoup plus flou? On l'a exploré aussi, mais en fait, c'était pas suffisamment mature pour être vraiment très clair sur un projet de reconversion.
On savait qu'on avait envie de faire autre chose, de trouver une voie qui nous convenait davantage, individuellement et aussi ensemble. Hein. On n'excluait pas l'idée d'un projet professionnel ensemble. Par contre, Commun, ouais. commun. Mais par contre, pour moi, il y avait une étape qui était essentielle et que je voyais un petit peu comme la porte d'entrée de notre changement de vie, c'était de devenir consultant indépendant. Il y avait un énorme marché des consultants indépendants à Londres et ce choix permettait d'amener notamment beaucoup plus de marge de manœuvre financière pour pouvoir mener un changement de vie, se payer des reconversions et donc avoir plus de liberté pour pouvoir choisir la voie qui nous convient mieux. Alors, si je comprends bien, le fait de devenir indépendant, c'est à la fois tu peux gagner plus, C'est ça. mais aussi éventuellement, est-ce que dans ta tête, il y avait aussi déjà, c'est peut-être les prémices à je peux faire mon boulot ailleurs et de toute façon, si on veut plus de nature, plus de machin, ce sera forcément ailleurs, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez que vous alliez quitter Londres ou l'Angleterre ou c'était pas encore totalement sûr? C'était pas encore totalement sûr. C'était une idée. Moi, clairement, dans ma tête, ça faisait un moment que j'avais envie de quitter l'Angleterre. Pour Blandine, c'était pas aussi évident. Donc au début, on va dire, que c'était juste une idée. Et en fait, le fait de devenir indépendant, c'était évidemment déjà donc plus d'argent parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on facture un prix à la journée qui est largement inférieur à ce que feraient des cabinets de conseil. Mais par contre, l'intégralité de ce revenu vient dans la poche du consultant. Donc finalement, in fine, ça fait, voilà, c'est beaucoup plus intéressant financièrement d'être indépendant. Et puis aussi, c'était une forme de liberté. En fait, j'étais un peu libéré de cette injonction à faire progresser ma carrière. En devenant indépendant, je facturais ma journée et on va dire, je faisais le boulot pour lequel j'étais Payé? embauché, payé. Et finalement, j'avais pas de manager qui me poussait en me disant qu'est-ce que tu veux faire après, on va te mettre sur d'autres projets ou voilà, j'étais vraiment si mon client est content, il me garde, s'il est pas content, il me garde pas et puis on avance comme ça. Et j'ai trouvé ça que c'était vraiment extrêmement libérateur pour moi. C'est intéressant parce que effectivement, on en parlait aussi dans cet épisode sur la quête de sens. C'est extrêmement déstabilisant de devoir être le conducteur, le maître, le seul maître à bord de sa trajectoire professionnelle. En fait, nos parents n'ont pas vécu dans ce monde-là, quoi. Ils rentraient dans une boîte, certains ont fait la même boîte toute leur carrière, certains ont fait 2, 3 boîtes, mais il y avait pas cette idée qu'on était totalement, heu, on devait être totalement en maîtrise de sa trajectoire professionnelle, ce qui est une responsabilité énorme. Et toi, déjà que tu arrivais pas à définir ça dans les Oui, premiers temps, donc ce que je comprends, c'est que finalement, t'avais plus personne pour te mettre une espèce de pression, t'étais plus dans le salariat, donc tu ressentais plus ce besoin. Tu devenais maître de quoi? Bah tu savais peut-être pas encore parce que tu faisais encore le même métier, etc. Mais c'est ça. tu l'as vécu comme une façon d'explorer, de te donner plus de temps pour explorer des choses. Exactement. C'est ça? C'est ça. Ok. En fait, c'est la libération un peu d'une injonction à toujours aller de l'avant. Et ça, dans le conseil en tant qu'employé, en tant que consultant employé dans un grand cabinet de conseil, c'est marrant hein, parce que quand j'ai rejoint Deloitte, le motto, là, le petit slogan, c'était en anglais Never stand still. Donc ne jamais rester En place. en place quoi. C'est toujours être en Ouais. mouvement, toujours avancer. Et je trouve que c'est extrêmement révélateur parce que moi, c'est exactement l'inverse que je recherchais, c'était de Mm. pouvoir m'arrêter, retrouver un petit peu, pouvoir respirer, pouvoir un petit peu justement m'asseoir pour me poser les bonnes questions. Et ça, justement, en devenant indépendant, bah, à la fin de sa journée, on rentre chez soi et même quand on passe une mauvaise journée, finalement, bon, bah, on revient un petit peu aux fondamentaux, quoi. J'ai bossé, je suis payé, demain j'y retourne et puis, mais en même temps, voilà, je me libère de toutes ces injonctions finalement à être toujours en mouvement et du coup à m'empêcher vraiment de réfléchir sur qui je suis vraiment et à quoi j'aspire profondément. Alors, toi, tu deviens indépendant, c'était avant, pendant, après la grossesse de Blandine? C'était juste au début, en août 2016. Ok. Et alors, du coup, tu me dis qu'il y a des choses qui se sont accélérées à ce moment-là de son côté à elle.
Bon, pardon pour la caricature, mais c'est quand même souvent vrai, c'est quand femme veut, femme obtient, dans le sens où C'est vrai. effectivement, s'il y avait déjà des germes chez toi et que elle, c'est devenu pressant, cette idée de changer, j'imagine que là, il y avait quand même un bon cocktail pour que les choses s'accélèrent, quoi. Quelles sont les prises de décision est-ce que vous prenez des décisions à ce moment-là et lesquelles? Ça a été beaucoup les décisions qu'on a prises, c'était énormément déjà lié à notre mode de consommation, à quelles vacances on allait passer, à essayer de changer un petit peu le l'état de notre appartement. Enfin voilà, on était un petit peu dans une recherche de bien-être, de sens, donc en termes de consommation dans nos activités. On regarde énormément de documentaires, par exemple, voilà, pour essayer de nous donner des idées. Voilà, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur le mode de vie, Mmh. sur la consommation alimentaire. On était vraiment en train d'explorer un peu toutes les phases du changement de vie. Alors c'était génial, c'était un petit peu grisant parce qu'on voit qu'il y a plein de choses, de nouvelles idées voilà qui nous plaisaient. En même temps, c'était un peu caricatural parce qu'on n'était pas vraiment dans l'action non plus encore. On Comme était quoi, beaucoup. quelles sont les idées à un moment donné qui vous ont, je sais pas, le nomadisme, les tiny house, Ouais, c'est ça, tiny house, je- exactement. Ça, c'en est exactement. Voilà, c'est se dire, on aimerait bien passer voilà, des vacances, même quelques mois, voilà, soit dans un écolieu, soit en tiny house, pour vraiment essayer ouais, un peu le concept de détox, quoi. Détoxifier voilà, du monde dans lequel on a vécu pendant X années et qui était quand même extrêmement intense, hein. Donc ouais, il y avait un petit peu un côté de réaction, quoi, de réagir, de prendre un peu le contre-pied de ce qu'on avait vécu jusqu'à aujourd'hui. alors sur quoi s'est porté votre choix alors, à un moment donné, parce que vous explorez, et qu'est-ce qui se passe? Et donc là, c'est là que justement, avec mon frère et Céline, nos démarches se sont rencontrées à ce moment-là. Donc dans cette réflexion, en fait, on s'est rendu compte qu'on aspirait tous les quatre à une mode de vie différent, qui se retrouvait dans effectivement une mode de consommation différente, dans aller vivre plutôt à la campagne, proche de la nature, et se donner la chance de mener des projets entrepreneuriaux en commun, qui nous permettent d'être un peu plus autonomes. Donc c'est là qu'en fait nos projets se sont rencontrés et qu'on a commencé à parler d'un retour en France et d'une installation à la campagne. Alors d'ailleurs, Céline nous a pas mal parlé de cette période où vous retrouviez régulièrement pour Exactement. Ouais. et tenter d'élaborer un projet. Finalement, d'ailleurs, on n'a pas eu le fin mot de l'histoire, on l'a plus ou moins compris. C'est que je rassure les auditeurs, il n'y a pas eu de clash entre les deux familles, mais Non, il n'y a finalement, pas vous eu de avez, clash. pour des raisons, d'ailleurs, je ne sais pas forcément lesquelles, mais vous n'avez pas forcément finalement décidé de vous installer à côté. J'imagine c'est parce que vous n'aviez pas les mêmes contraintes ou les mêmes besoins. Finalement, vous n'êtes pas à côté les uns des autres. Je crois que vous êtes même à 3-4 heures de C'est distance ça, exactement, ouais. les uns des autres. Et que, en fait, vous avez fait Enfin, il y a des choses qui se ressemblent, c'est-à-dire que vous êtes à la campagne, dans des vies plus simples, etc. Oui. Mais il y a quelque chose qui s'est fait de manière plus radicale chez vous. Alors oui. Et vas-y. Non, Enfin, excuse-moi. Oui, alors non, mais j'anticipe parce que je c'est connais une partie de l'histoire, mais en même temps, je connais pas toute l'histoire. C'est que je sais ou je crois savoir qu'effectivement, le jour où vous vous êtes dit on rentre en France, les choses se sont accélérées. exactement. En fait, si aujourd'hui, finalement, on n'a pas mené le projet à son terme, c'était moins sur une question de méthode et d'approche que sur des divergences vraiment plus profondes. On s'est rendu compte, et heureusement qu'on avait fait tout ce travail, hein. Moi, je perçois pas du tout ce travail qu'on a fait pendant longtemps ensemble comme du temps perdu, parce que ça nous a permis de prendre conscience de plein de choses, et notamment le fait qu'on avait des aspirations très différentes au sujet de ce qu'on percevait comme étant la vie à la campagne. Nous, Blandine et moi, on voulait une vie à la campagne qui soit quand même assez, pour le coup, assez radicale. On voulait pas, traduction, on voulait pas être dans le giron d'une grande ville, typiquement. On voulait pas être un peu en banlieue éloignée. Enfin voilà, on voulait être vraiment à la campagne, ou avec une dynamique de réseaux locaux assez fort, et avec des choses à faire
qui ne dépendent pas, dont le dynamisme ne dépend pas d'un centre assez Urbain. économique, voilà, urbain. Alors qu'en fait, justement, Arnaud et Céline voulaient compter justement sur ce dynamisme urbain pour donner vie à leur projet un petit peu en périphérie. Et ça, en fait, on se rendait compte que c'était une divergence vraiment, vraiment énorme. Sachant que Céline, en plus, elle a gardé son travail avec le besoin de pouvoir se rendre à Paris. Donc, le besoin de n'être pas d'avoir une gare quand même à proximité et non pas à 1h15. Mais ils sont quand même à une demi-heure d'une grande ville. Mais oui, effectivement, C'était et du coup, à partir de là, du mal à s'accorder sur là où on va s'installer. Et c'est vrai que quand on mène un projet de vie aussi un changement aussi radical, on a vraiment envie, pour moi c'était très important d'atterrir dans un coin qui me correspondait vraiment beaucoup. J'étais très peu en fait enclin au compromis là-dessus parce que c'est vrai qu'on quittait Londres, on quittait quand même des grosses carrières, on quittait des amis, on quittait quand même un pan de notre vie qui était assez important et même qu'on aimait bien, faut pas dire que tout y était à jeter, loin de là, mais par contre moi, par exemple, un truc très bête, je suis un passionné d'astronomie. C'était très important pour moi d'être dans un coin où il y avait un ciel nocturne avec très peu de pollution lumineuse. Alors, ça paraît très bête, ça paraît quelque chose de très trivial, mais quand on mène un projet de vie dans lequel on recherche du sens, pour moi, c'était super important de pouvoir sortir le soir et de pouvoir observer un bon ciel. Et c'est vrai que du coup, en étant dans la périphérie d'une grande ville, pour moi, c'était compliqué. Du coup, c'était un petit peu stressant pour moi, cette idée-là. En tout cas, ça me convenait pas. Et donc, voilà, il y a en tout cas une divergence qu'on a identifiée là-dessus et qui a mené au fait qu'on s'est dit, menons nos projets un petit peu séparément. Peut-être qu'ils se rencontreront plus tard. Mais dans l'immédiat, chacun suit sa route et vit son changement de vie comme il le sent et puis sans pression. Mais en fait, ça s'est très très bien passé. Céline nous disait, le changement de vie, ça se fait pas en un jour. C'est quelque chose qui est vraiment sur du long terme entre la première graine et finalement les premières étapes de concrétisation. Mais il y a quand même ce moment charnière qui est le déménagement, quoi. Oui. Surtout vous, parce qu'il y a le côté je rentre au pays. Et puis vous venez tous les deux. Alors je sais pas d'ailleurs Blandine si elle vient de la région parisienne, mais toi tu viens de la région parisienne. Oui. Il y a vraiment cette idée. Enfin, vous revenez pas en fait auprès des vôtres, quoi. Vous partez, vous exilez. Mais j'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur ce côté soudain. Du changement, c'est-à-dire en combien de temps ça se passe entre le moment où vous avez pris la décision de rentrer en France et le moment où ça se fait et l'implication que ça a. Alors c'est assez rigolo parce que quand on raconte l'histoire, même chez nos amis là où on habite en ce moment, dès qu'on raconte qu'on a quitté Londres pour venir habiter donc le village s'appelait Chamoux à côté de Vézelay, donc village de 80 habitants, les gens n'en reviennent pas. Les gens n'en reviennent pas et se disent même en fait c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire, partir de Chamoux pour aller à Londres. Mais et c'est vrai que quand on raconte l'histoire, il y a toujours cette impression que le changement en fait a été un peu coup de tête. On associe beaucoup en fait c'est un changement de vie et notre type de déménagement à un coup de tête. Alors qu'en fait finalement quand on se penche un peu sur ce qui s'est passé derrière, c'était pas vraiment un coup de tête. C'est certes une expérience assez radicale, mais en fait c'était une tentative, je veux dire assez maîtrisée, de voir si ce mode de vie nous convenait bien. Parce que finalement, on avait pris une location. On avait pris une location au début. On voulait une maison ancienne, mais on voulait voir si vivre à la campagne dans une maison ancienne, ça nous plaisait vraiment, parce que finalement, c'est un petit peu le fantasme, si j'ose dire, qu'on avait de notre nouvelle vie. Donc, on s'est dit, on va tester. On va prendre une maison ancienne en location à la campagne. On va voir si vraiment c'était une lubie complètement farfelue, ou si c'est vraiment quelque chose qui a du sens pour nous. Donc, en fait, c'est ce qu'on a fait. Mais finalement, en location, nous, dans notre démarche, on s'est dit, on prend très peu de risques. Si finalement ça se passe pas bien, hop, on pose notre préavis et on reprend une vie urbaine telle qu'on l'avait avant et finalement on n'a pas perdu grand chose. Donc c'est un petit peu pour nous, c'était finalement quelque chose qui était assez calculé et qui a été permis notamment par le fait que moi j'ai pu avoir un accord de télétravail, de bosser en télétravail avec mon client du moment. Et qui du coup me donnait la liberté de travailler à peu près d'où je voulais.
Donc finalement, c'était pour nous, c'est marrant, on le perçoit comme quelque chose d'assez maîtrisé, un petit peu, on va dire, assez un petit grain de folie, on va dire, pour se lancer, mais pas plus que ça finalement. Alors, il faut lui dire quand même, le grain de folie, il vient vraiment du fait que vous quittez Londres. Vous quittez des emplois pour lesquels vous n'avez pas de chômage en fait. Ouais, Blandine, elle quitte son emploi, elle n'a aucune allocation. Et exactement. toi, tu avais déjà fait cette transition vers le freelancing. Oui, T'as pu effectivement finalement embarquer ton client dans ton histoire, ce qui fait que tu pouvais avoir une continuité professionnelle, etc. Mais ni toi ni elle n'aviez le droit à quoi que ce soit en termes de chômage. Donc finalement, c'est aussi une partie du risque. Est-ce que ce risque financier, est-ce que cette donnée financière a été à un moment donné pour vous une source d'angoisse, de peur, de stress, voire même est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit on va pas le faire à cause de ça? non, pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Alors, je sais pas si c'est un petit peu de de manque de lucidité ou voilà, ou je sais pas s'il y avait un manque de rationalité, mais en fait, ça a pas du tout été le cas parce que déjà, comme je l'ai mentionné avant, en tant que consultant indépendant, on gagne plutôt bien notre vie, ce qui fait qu'on avait un peu de sous de côté qui permettait d'être assez serein sur les 6 mois à venir, on va dire. Je t'interromps juste là, Oui. mais ça veut dire que dans votre gestion de l'argent, vous avez toujours été précautionneux, c'est-à-dire que l'épargne a toujours fait partie du paysage. Vous aviez cette épargne de précaution, ce matelas de sécurité dont vous aviez besoin d'ailleurs pour faire ce changement ou pas? On l'a pas toujours eu, mais justement la transition vers le freelancing a été une grande bouffée d'oxygène de ce point de vue-là. Voilà, en facturant un taux journée assez intéressant, bah, ça a permis de constituer justement ce matelas qui est un petit peu qui a vocation, même s'il n'était pas vraiment alloué, on va dire, à un fonds de réserve en cas de risque, etc., mais juste sa présence a tendance à rassurer à rassurer et à se permettre de prendre effectivement un petit risque en se disant on peut tenter quelque chose le temps de quelques mois et laisser le temps de se retourner si jamais ça fonctionne pas. Et donc au moment où vous rentrez, ce matelas il est de combien? Vous avez combien d'économies? Alors ce matelas, alors pas envie de dire de bêtises, mais alors il était essentiellement sur les comptes de ma société en fait. Hein. Je l'avais pas Ok. sorti de ma société, mais c'est de l'ordre de quoi, à peu près 40 000, ouais, c'est à la louche, hein. Je dirais à peu près 40 000 euros, quelque chose comme ça. Ok. Donc quelque chose, voilà, avec un loyer assez faible, une vie, voilà, vie à la campagne où vraiment on n'avait pas on va dire un niveau de dépenses faramineux. Voilà, ça laissait le temps. En plus, je continue à travailler, d'être vraiment très serein sur la transition. Avec vraiment l'idée, ça, on l'avait vraiment formulé en disant, si jamais ça marche pas, on lâche la maison et on retourne à effectivement un mode de vie, un mode de vie tel qu'on les connaît. On retrouve un peu les repères qui ont été les nôtres jusqu'à présent et qu'on maîtrise bien. Enfin, moi, j'ai toujours pensé, en fait, même pas que je l'ai pensé, mais inconsciemment, je me dis, au fond, ma vraie assurance chômage, c'est mon employabilité finalement. Hein. Et là, j'étais à un moment où finalement la conjoncture était pas trop mal et mon employabilité était bonne, donc j'avais vraiment pas vraiment de crainte, voilà, vis-à-vis du changement de vie. Ça, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire que pour toi, le vrai risque, c'était pas de changer de vie avec peu d'économies, c'était de changer de vie si t'avais pas été toi, en tout cas, ou un des deux, hein, là c'était toi, mais ça aurait pu être Blandine, si un des deux n'avait pas été dans un contexte d'employabilité favorable, quoi. Ça, pour toi, c'était un plus grand risque. Quelque part, vous auriez pu avoir quasiment pas grand-chose d'économie à partir du moment où tu étais confiant dans votre capacité, l'un ou l'autre, à trouver un job. C'est ça. C'était OK, quoi. En gros, c'était parti, vous le faisiez, quoi. Ouais, complètement, complètement. Et c'est vrai que pour le coup, consultant, c'est un domaine, une profession, on va dire, où l'employabilité est assez bonne. Il y a quand même beaucoup d'offres d'emploi dans ce domaine. Et vers la trentaine, on a quoi? On commence à avoir à peu près on va dire, on est entre 5 et 10 ans d'expérience. Donc, on a une expérience suffisante pour être très intéressante pour des employeurs potentiels ou des clients. Et en même temps, on n'est pas encore extrêmement cher parce qu'on voilà, on n'a pas non plus 20, 30 ans d'expérience. Donc,
c'est le moment où l'employabilité, on va dire, est la plus forte. Donc là, j'étais vraiment littéralement pas inquiet là-dessus. Est-ce que ça veut dire que ce changement de vie, vous l'avez abordé, j'ai presque envie de dire plutôt au feeling? C'est-à-dire, Céline et Arnaud ont été assez méticuleux dans leur prévisionnel, en fait, dans le fait d'élaborer des scénarios, elle nous en a parlé, des plans A, des plans B, et de faire des projections budgétaires, financières, qui aussi avaient pour but de les rassurer et de valider la démarche. Vous avez fait ce type d'approche ou c'est pas votre style et voilà, tu vois combien tu as d'argent sur le côté. Le facteur numéro 1 de rassurance, en fait, tu l'as dit, c'était ton employabilité et c'est parti, quoi. Enfin... Mais en fait, non, à ce moment-là, au moment où on a bougé, hein, au moment où on est rentré en France, le plan, c'était toujours de nous installer avec Arnaud et Céline. Donc les scénarios, c'était encore des scénarios communs, avec l'idée qu'on resterait à peu près un an, un an et demi avant de s'installer ensemble. Donc finalement, au moment où on a déménagé, on était encore dans cette démarche en se disant de toute façon c'est temporaire et on s'installera. Et le plan, c'est de s'installer ensemble. Donc finalement, c'est pour ça qu'on n'a pas, de notre côté, on n'a pas trop spéculé sur les différents scénarios. J'avais fait quelques scénarios un peu professionnels pour me rassurer, mais c'était rien de très structurant finalement. Ok, c'est là où il y a une différence d'approche et t'as l'air d'être d'une sérénité sur... Bon, après, t'as du recul aujourd'hui et on va parler un peu du bilan et de ce qui s'est passé après, si tu veux. Mais c'est vrai que il faut pas se leurrer. Et Céline nous le disait, vous avez fait un sondage sur le blog auprès de tous les abonnés de Famille Durable et qu'il en ressort effectivement que le critère numéro 1, le frein numéro 1 au changement de vie, c'est clairement les questions financières, quoi. Ouais, alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'on met derrière questions financières? Est-ce que c'est j'ai pas assez d'argent de côté? Est-ce que j'ai peur de baisser mon niveau de vie? J'ai peur de pas retrouver du travail? Il peut y avoir beaucoup de réalité derrière la question financière. Mais la manière dont vous avez abordé les choses est quand même assez singulière et pour beaucoup de gens, j'imagine que tu peux te projeter, tu peux l'imaginer. Pour beaucoup de gens, c'est waouh, grosse prise de risque, quoi. Que alors voilà. C'est intéressant, hein, c'est vraiment intéressant et c'est vrai que j'avais une situation qui était assez atypique parce que je pense que ça va aider si je donne peut-être un ordre de grandeur, mais sur mon job de freelance, de consultant freelance, je pouvais facturer à peu près entre 500 et 600 euros la journée. Donc ce qui fait que sur un mois complet, sur une vingtaine de jours, j'arrivais à facturer un peu plus de 10 000 euros par mois. Donc certes, il n'y a pas 10 000 euros, c'est du chiffre d'affaires, donc il n'y a pas tout qui arrive dans la poche, mais moi je connais bien les mécanismes, mais peut-être on peut les expliquer un peu pour les auditeurs. Alors peut-être le critère que j'ai pas, c'est est-ce que c'était une société anglaise ou est-ce que c'était une société française? Ouais, c'était une société anglaise. Ok, donc j'ai aucune idée de comment s'appliquent les prélèvements sociaux et la fiscalité sur une société française. Mais aujourd'hui, anglaise, pardon. Mais aujourd'hui, dans l'hypothèse où tu as une société française aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui, tout à fait. Ouais. Et bon, après, ça dépend du statut, etc. Mais c'est vrai que si tu factures 10 000 euros, il faut imaginer que pour te verser 1 000 euros dans ta poche à toi, il faut que la société paye 1 500. Donc 1 000 qui te vont à toi, 500 qui vont être payés en cotisation sociale. Et sur ces 1 000 euros-là, toi, tu paieras des impôts. C'est à peu près les ordres de grandeur pour que les gens puissent se rendre compte de ce que ça fait à la fin du mois. Et puis bon, moi, je défends un peu mon bout de gras aussi parce que je suis indépendante, mais on n'a pas non plus les mêmes... on n'a pas de droit au chômage, on n'a pas les mêmes compensations, par exemple, pour les droits à maternité, les congés, maladie, etc. Donc, effectivement, on est bien mieux payé, mais on a aussi à notre charge beaucoup plus de frais que des salariés. Donc voilà, pour remettre un peu les choses dans leur contexte. C'est exactement ça. Et c'est vrai, alors juste une petite précision sur l'Angleterre, c'est que pour le coup, le niveau des charges sociales est bien inférieur en Angleterre qu'en France. Ce qui fait que pour le coup, on va dire le taux de ce que je peux toucher vraiment personnellement comparé à la France est largement supérieur en Angleterre. Qu'en France. D'ailleurs, en Angleterre, ça change chaque année parce qu'ils se rendent compte que c'est une niche que l'État, sur laquelle l'État peut grignoter. Bon, c'est un autre sujet. Mais finalement, donc, cette situation-là, en fait, rendait les choses
enfin, me rendait assez serein parce que finalement, rien qu'avec un mois de revenus, je me disais si j'arrête de bosser, rien qu'avec un mois de revenus, je peux tenir 3 mois en fait sans problème. Donc j'avais pas, j'étais pas du tout en fait à me dire que je prenais un risque inconsidéré. Vraiment, vraiment pas du tout. Parlons un peu de la situation de Blandine, Oui, qui elle aussi a quitté son travail sans aucune... alors pour le coup, c'était un travail salarié. Elle est exactement. rentrée en France, aucun droit des prestations sociales, en tout cas des prestations de chômage. Peut-être que elle a eu le droit de toucher le RSA, tu me diras. Comment s'est passé son retour en France à elle, notamment professionnellement et émotionnellement aussi, j'ai envie de dire. Donc Blandine, en fait, donc avant même de revenir, donc elle a eu la période de congé maternité. Donc elle avait pris la durée maximale de congé maternité en Angleterre, hein, même la période où finalement elle n'était plus payée. Et cette période a été vraiment une période de questionnement, de questionnement existentiel que finalement elle n'avait pas eu pendant qu'elle travaillait. Elle a pu le prendre, l'avoir pendant cette période de congé maternité, où là, finalement, Blandine a développé un intérêt très fort pour tout ce qui était lié aux plantes. Mmh. Et donc a monté un petit peu ce projet de se reconvertir en tant que herboriste. Donc Blandine, avant même qu'on quitte l'Angleterre, avait commencé une formation de 2 ans pour devenir herboriste. Et ça, c'était l'idée, hein, c'était que vraiment l'argent qu'on avait gagné, qu'on avait mis de côté, devait servir un peu à faciliter cette transition. Donc du coup, on a investi dans cette formation assez tôt pour justement lui donner des idées sur un projet qu'elle montrait en France, qui n'était pas encore très mûr, mais qui allait mûrir au fur et à mesure du temps. Ok. Et sur la partie du coup RSA, donc non, Blandine ne touchait pas le RSA à son retour. Et, euh, et finalement, émotionnellement, pour Blandine, c'est vrai que c'était un changement assez radical, parce que là, pour le coup, en fait, beaucoup plus radical que pour moi, parce que Blandine donc, n'avait plus son emploi salarié, hein, qui Mmh. prenait quand même beaucoup de temps. Et puis aussi, donc, il y avait un petit bébé à gérer. Donc Ouais. ces deux facteurs ont amené quand même voilà, un changement assez radical dans sa vie. Et c'est marrant, en fait, on se rendait compte à quel point, en vivant dans la même maison, parce que moi j'étais en télétravail donc j'étais à 100% à la maison, en vivant dans le même foyer, en fait, on n'avait pas réalisé à quel point on pouvait vivre deux réalités complètement Mmh. différentes. Ça, c'est un autre aspect du changement de vie qu'on n'avait pas du tout anticipé. Et en fait, c'était assez intéressant parce que du coup, en tant que couple, on est amené aussi à retrouver un équilibre, voilà, à se comprendre. Mais bon, là, on sort du cadre financier, mais pour vivre finalement des réalités vraiment extrêmement différentes, mais sous le même toit. Et où en est ce projet professionnel du coup Donc ce projet professionnel, donc il n'a pas vraiment mûri pendant qu'elle finissait sa formation. Donc sa formation elle s'est terminée il y a à peu près un an. Et après c'est vrai qu'on a eu on a eu le deuxième bébé. Mais par contre elle a mûri Mmh. donc l'idée, qui est l'idée de monter une entreprise artisanale qui a vocation à faire des savons et des cosmétiques. OK. Donc, donc là, et pendant cette période-là, elle a surtout fait mûrir un petit peu l'idée de quelle identité elle avait envie de donner à ce projet-là, et à réfléchir comment, en fait, dans l'environnement qui est le nôtre, hein, l'environnement et aussi bien économique que même dans notre bâti, comment est-ce qu'on va pouvoir monter ce projet-là. Donc là, elle est en train de monter un peu, on va si j'ose dire, le business plan et la faisabilité du projet. Quel bilan vous faites là, ça fait combien de temps que vous êtes rentré en France? 2 ans, 3 ans? Ça fait 2 ans et demi. Quel bilan vous faites de cette transition? Est-ce que, effectivement vous êtes sur le chemin, vous êtes dans votre projet de vie, même si c'est toujours, vivant, c'est en mouvement? Est-ce que vous êtes satisfait de ce changement de vie? Hem, Bah, voilà, en fait. La Non, question s'arrête là. c'est une bonne question. Oui, clairement, on est très satisfait. D'ailleurs, c'est pour ça on a acheté hein, une maison dans le coin, Mmh. voilà, assez rapidement finalement, à peu près un an après être rentré. Donc ça, clairement, on est très heureux cette nouvelle vie. Et d'ailleurs, c'est assez
intriguant de voir que le confinement a plutôt été une expérience qui nous a confirmé dans ce choix, dans le fait d'être notamment dans une maison à la campagne en période de confinement. C'est quelque chose qui nous a fait vraiment réaliser à quel point on pensait vraiment avoir fait le bon choix. Donc on est très heureux d'être à la campagne. Après, je pense on est un petit peu sorti, je pense, un peu de nos lubies. On n'idéalise pas ce qu'est un changement de vie. C'est vraiment quelque chose qui plus nous reconnecte à nous-mêmes, à nos aspirations profondes, que vraiment se dire on va vivre une vie idéale. Souvent derrière un peu l'imaginaire du changement de vie, on voit les cocotiers vivre voilà les pieds en éventail sur le hamac, voilà, donc des cocotiers au bord de la mer. C'est évidemment vraiment pas ça du tout. On entre dans une dynamique vraiment différente avec ses contraintes, ses avantages et ses contraintes. Et la question, c'est vraiment de savoir est-ce que cet équilibre-là nous correspondait davantage ou pas. Nous, clairement, oui. Vivre à la campagne, ça nous a permis de nouer des relations assez rapidement, assez fortes. Aussi, je trouve qu'on peut être très rapidement un acteur qui fait une différence localement, que ce soit économiquement, en montant des projets. Enfin, je trouve que c'est l'impact qu'on peut avoir sur les territoires, elle est vraiment intéressante et moi, elle me plaît énormément. Ça nous a permis aussi d'avoir accès à l'immobilier, voilà, sans endettement. Donc c'est d'être proche de la nature, quelque chose qu'on voulait vraiment. Donc pour nous, oui, ça nous a permis de nous rapprocher vraiment de nos aspirations profondes. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment une expérience qu'on ne regrette vraiment pas, dont on est très heureux. Après, est-ce que tout est rose au quotidien? Évidemment non. Voilà, il y a toujours cette recherche, hein, notamment cette recherche un peu de vie équilibrée, sereine. Hein. On a toujours on a gardé un peu les anciens réflexes de vivre à 100 à l'heure. Donc voilà, mais ça, c'est un peu, si je veux dire, c'est un petit peu la quête d'une vie entière. C'est très intéressant la réflexion que tu viens de nous proposer sur le fait que vous ne cherchez pas une vie idéale et vous avez jamais été dans ce serait quoi notre vie idéale, mais en fait finalement c'est quoi qu'est-ce qui a du sens pour nous, quoi. Ouais, c'est ça. La question de quelles sont mes aspirations versus quels sont mes idéaux ou quelle est ma vie idéale, je la trouve assez intéressante parce que ça fait lien à ce que tu disais sur tes amis qui disent « Ah bon, mais vous êtes partis de Londres pour aller à Chamoux, mais en fait, vous auriez dû... » bah, ça, c'est ça, c'est ridicule, ça. Qui aurait envie de faire ça, etc. Parce que, en fait, probablement que votre projet, il fait pas rêver plein de gens. Et pas de l'ordre du rêve, tu vois. Effectivement, on se dit pas la vie de... Il y a des gens qui rêvent de ça, hein, mais mais c'est peut-être sûr. Pas on se dit pas voilà, si j'avais en plus les gens se disent si j'avais 10 millions d'euros, qu'est-ce que je ferais? J'irais me foutre à la campagne à Chamoux. Voilà, les gens se disent pas ça, tu vois. Non, c'est ça. Mais aujourd'hui, peut-être que toi tu te dis en fait justement d'ailleurs, en même temps que je suis en train de te le dire, je trouve que c'est une bonne question, c'est qu'en vrai aujourd'hui, c'est une question que j'adresse aux auditeurs. Enfin, si vous aviez 10 millions d'euros, qu'est-ce que vous feriez comme changement de vie? Et est-ce que spontanément, vous auriez envie d'un changement de vie un peu bling-bling ou idéalisé? Mais peut-être que si vous continuez à vous poser la question et que vous la creusez et que vous voulez chercher le sens derrière l'idéal, eh bien, est-ce que votre vie idéale, c'est de partir à l'autre bout du monde, vivre sous les cocotiers, comme tu disais, ou est-ce que c'est d'être à la campagne, de contribuer, de faire don d'une partie de ces 10 millions d'euros, de construire des choses durables pour la région, pour en faire quelque chose d'économiquement peut-être plus dynamique, de redynamiser le tissu local, etc. Enfin, en gros, quel sens vous vouliez donner si vous aviez la chance d'avoir cette somme-là à disposition, quoi. Ouais, c'est une super question. Et c'est une vraie question. Et je pense rien que même sans l'idée de passer à l'action derrière, c'est une question qui peut vraiment éclairer sur les aspirations profondes de chacun, en fait. Quelle vie on cherche vraiment à mener. Moi, j'encourage vraiment à chacun à se poser cette question, même juste dans un pur but de développement personnel, en fait. Et alors, je pense que ça va être une question de la fin. J'ai envie qu'on parle pour terminer de la famille durable. Oui. Donc la famille durable, c'est ce blog que vous avez créé à 4, dans lequel vous parlez à la fois de la thématique du changement de vie, donc qui est celle qu'on a explorée dans ce podcast, également celle du minimalisme, parce que vous avez fait... il y a un point commun aussi entre vos deux changements de vie, c'est ce côté on se rapproche de la nature, on vit une vie plus simple, etc. Exactement. Mais quel message profond que vous avez envie de faire, les messages profonds que vous avez envie de faire passer avec ce blog? Avec ce blog, il y avait
vraiment une aspiration qui était forte, c'était de donner une idée du changement de vie qui justement était moins axé sur la performance, la réussite sociale et la performance. Voilà, donc on est souvent abreuvé de liens sponsorisés, notamment sur les réseaux sociaux, avec vis la vie de tes rêves en 3 mois et voyage au bout du monde, gagne 5 chiffres par mois. Et on voulait vraiment sortir de cet aspect-là, proposer en fait un changement de vie déjà en famille, parce que changer de vie avec des enfants et sans, je pense que c'est pas du tout le même état d'esprit, notamment le rapport au risque est complètement différent. Et donc en fait voilà, l'idée c'était vraiment d'inspirer sur des possibilités pour changer de vie avec son conjoint, avec ses enfants, dans une démarche qui soit inclusive, donc qui ne consiste pas à juste mener ses propres aspirations et laisser sa femme et ses enfants voilà le choix de suivre ou crever, et de montrer des choses qui soient réalistes en termes de résultats. Voilà, donc une vie pas forcément qui gagne énormément d'argent, mais quelque chose qui se rapproche d'une vie qui ait plus de sens. Voilà, le sens est clairement au centre de la démarche. Et c'est ce qu'on voulait mettre en fait derrière le qualificatif de durable. Durable, c'est quelque chose qu'on a envie de continuer de mener sur le long terme. Nous, on a été dans des carrières finalement où clairement on s'y voyait pas 20 ans. Donc là, en fait, c'est comment est-ce qu'on trouve une dynamique de vie dans laquelle on a envie de se projeter sur le long terme. C'était vraiment l'idée de famille durable. Et je peux pas te laisser sans rebondir parce que, enfin, effectivement, c'est un aspect que j'ai pas creusé, mais tu as parlé des enfants, tu disais que c'est pas pareil avec et sans enfants. Pour toi et pour Blandine, qu'est-ce que ça a changé dans la réflexion ou dans l'urgence ou dans la mise en place de ce changement de vie d'avoir des enfants? Déjà, j'ai l'impression que ça a été un déclencheur, mais au-delà de ça, est-ce que ça change sa perception du risque et la façon dont on va mettre en place le changement effectif dans sa vie? Alors oui, hein, complètement. Ça change énormément la réflexion. Là, pour le coup, avec les enfants, en fait, on a peur. On a peur de les emmener dans, dans, dans un déséquilibre, en fait, dans une nouvelle dynamique qui est potentiellement anxiogène et donc dommageable, en fait, pour eux. On n'a vraiment pas envie de renoncer à une forme de cocon, d'environnement quand même protecteur, propice à l'épanouissement de ses enfants. Même si on dit que les enfants ils s'adaptent à tout, en tout cas dans la démarche, on se dit on n'a quand même pas envie de les mettre en position de risque ou en danger. Donc là-dessus, typiquement, je pense que voilà, pour illustrer ça de manière très concrète, sans enfants, je pense que Blandine et moi, on aurait bien fait 6 mois, par exemple, peut-être dans un écolieu, dans une tiny house ou quelque chose comme ça, juste pour vivre cette expérience-là. Alors qu'avec un enfant, on aurait pu le faire. Hein, je dis pas qu'on pouvait pas le faire. Par contre, on s'est pas senti suffisamment en sécurité, confiant pour le faire. Donc là, c'est typiquement un exemple, un exemple assez concret. Donc là-dessus, ouais, les enfants, je trouve que ça change quand même. On est plus averse au risque et on a envie de garder en fait cet environnement, voilà, en se disant ils vont s'y épanouir. Merci. Merci pour ce partage. Avec grand plaisir. Je suis très heureuse de t'avoir reçu. Je suis très heureuse d'avoir reçu Céline. Je suis très heureuse d'avoir abordé cette thématique. Et j'espère sincèrement que... je disais en introduction de l'interview avec Céline qu'effectivement, il y avait quelque chose dans le changement de vie. Beaucoup y aspirent et peu de gens le font. Et il y a vraiment cette problématique de franchir le cap. Et j'espère que avec ton témoignage et celui de Céline, les gens trouveront de la force, de l'espoir, de quelque chose qui va leur donner envie de franchir le cap. Je me rappelle aussi, Céline a dit quelque chose de très puissant. C'était le risque pour eux, c'était pas de le faire, mais c'était de ne pas le faire. Ouais. Et je trouve que voilà, j'ai envie de réoffrir cette réflexion aux auditeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, le risque pour vous, c'est de le faire, ce changement de vie, ou de ne pas le faire? En tout cas, merci à toi. Un grand merci à toi. Et puis, j'invite tous les auditeurs
se brancher sur la famille durable. Voilà, vous tapez la famille durable sur Google et vous retrouvez le blog très facilement. À vous inscrire à la newsletter. Vous avez aussi un guide super complet sur le changement de vie qui détaille un petit peu tous les points à mettre en œuvre si vous êtes intéressé. Je remettrai le lien de tout ça un peu en description pour les auditeurs. Voilà, merci Thibaut. Un grand merci à toi, Delphine. Bonne continuation. Et puis aux auditeurs, à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et prenez soin de vos finances. Ciao, bye bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Thibaut a une vision du risque et de la sécurité que je trouve peu commune. Et il définit en fait sa plus grande sécurité par son employabilité et non pas par le montant de son épargne. Ce qui est tout à fait inhabituel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous aussi, vous pensez que votre meilleure sécurité, c'est votre employabilité ? Et comment est-ce que vous jugez votre niveau d'employabilité ? Ce que j'appelle moi le niveau d'employabilité, c'est la capacité à trouver facilement du travail, mais aussi à le garder. Et c'est pas nécessairement lié à son niveau de qualification ou d'éducation. Par exemple, une infirmière hospitalière, Bac plus 3, bien que sous-payée, je dis ça au regard de nos pays voisins par exemple, l'infirmière sera facilement employable sur tout le territoire. Il en va de même pour tous les métiers dans des secteurs en forte tension, peu importe le niveau de qualification. Et on y pense moins souvent, mais il en va aussi de même pour les personnes qui se distinguent par leur fiabilité dans des métiers à faible qualification où les employeurs, parce qu'ils subissent un fort turnover, cherchent absolument cette fiabilité. Ce sont des métiers comme par exemple les métiers du nettoyage, de la logistique ou par exemple les commis de cuisine. A l'inverse, certains métiers plus qualifiés, comme ceux de la communication ou du marketing, sont des métiers à forte concurrence où l'employabilité est moyenne et surtout très inégale sur le territoire. Alors, est-ce que vous avez une forte employabilité, une moyenne employabilité ou une très faible employabilité ? Que pouvez-vous faire pour améliorer votre employabilité et en faire votre atout pour un changement de vie ? Je vous laisse réfléchir à cette question. On se retrouve bientôt pour un tout nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.